Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de notre série consacrée à la DeFi, la finance décentralisée. Dans cet épisode, nous allons aborder l'aspect légal de la finance décentralisée et voir comment l'évolution de la loi pourrait brider ou au contraire favoriser son expansion. Pour ce dernier volet, je suis accompagné d'Alexandre Lourimi, avocat fiscaliste au cabinet Orwell, et de son confrère William O'Rourke, avocat en droit des affaires. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Je suis Alexandre Lorimier, je suis avocat spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés. Et j'ai cofondé avec William O'Rourke le cabinet Orwell Avocat, qui est un cabinet qui est dédié en fait à l'accompagnement des projets innovants et qui a développé une expertise plus particulière dans le secteur des cryptos et de la blockchain. Donc William O'Rourke, avocat également. Et moi, j'ai une spécialité qui est plus en droit des affaires appliqué aux nouvelles technologies. Depuis quand êtes-vous tombé dans l'univers crypto ? William, je te laisse commencer. Alors, pour ma part, moi, j'ai découvert la crypto en 2013 environ. Et pourquoi je suis rentré dedans c'est une bonne question, parce que je pense qu'il y a beaucoup de... C'est un peu comme un carrefour, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver. Moi, en ce qui me concerne, c'était pas tellement l'aspect économique ou financier à l'époque, qui de toute façon était moins prégnant. Moi, j'étais plus actif dans les milieux, on va dire, logiciels libres et protection de la vie privée. Et après, petit à petit, c'est devenu d'abord une passion, puis une activité professionnelle, quoi. Et toi, Alexandre, comment t'es-tu laissé convaincre par les crypto-monnaies ? Moi, je suis assez curieux de manière générale sur tout ce qui se fait dans les nouvelles technologies. Et pour être tout à fait honnête, j'avais mon confrère William O'Rourke qui me parlait du Bitcoin à longueur de journée. Et j'ai été nécessairement intéressé par le caractère révolutionnaire de la technologie, notamment sur le caractère incensurable. C'était plus l'aspect politique qui m'intéressait. Et quand on a commencé à avoir une démocratisation, enfin, dans une moindre mesure, une petite démocratisation en 2017, des questions juridiques quand même assez intéressantes ont vu le jour. Et c'est ça qui a renforcé mon intérêt, c'est que en plus d'être une technologie totalement disruptive sur le plan politique et financier, c'est une technologie qui bouleverse en fait toutes les catégories juridiques existantes, notamment sur le plan fiscal. Et c'est ça qui m'a renforcé en fait mon intérêt. D'accord, donc c'est toi, William, qui a fini par convaincre Alexandre de mettre un pied dans ce milieu. D'ailleurs, au-delà de ton métier, Alexandre, utilises-tu les services de la DeFi à titre personnel ? En ce qui me concerne, je ne suis pas un gros financier, donc je m'y intéresse beaucoup, mais je ne prends pas de gros risques. Mais mon utilisation se limite à acheter des tickets sur Pool Together, pour être tout à fait honnête, et essayer de remporter quelques intérêts. C'est le loto 2.0, quoi. Voilà, c'est ça, c'est plus mon côté un peu joueur, mais c'est vrai que j'estime pas avoir les compétences pour pouvoir tirer profit de la finance décentralisée. Donc voilà, mon utilisation se limite à ça. Avant de continuer, j'aimerais faire avec vous un petit point de vocabulaire. Dans cet univers, beaucoup de termes sont utilisés pour définir a priori la même chose. Crypto-monnaie, monnaie virtuelle ou encore crypto-actif. Quel est le nom le plus approprié ? C'est vrai qu'il y a pas de terminologie fixe dans la crypto, et c'est normal, c'est un secteur qui est encore émergent. C'est encore plus vrai dans le droit de la crypto, entre guillemets. Nous, on distingue quand même deux grandes catégories d'actifs, on va dire, enfin de crypto actifs. Il y a d'une part ce qu'on pourrait appeler, enfin ce qu'on appelle juridiquement les monnaies virtuelles, c'est-à-dire en fait les jetons, enfin les crypto-monnaies type Bitcoin, Ether, qui sont des crypto-monnaies protocolaires qui servent à faire fonctionner un protocole et qui sont générées généralement sous forme de création monétaire pour rémunérer les mineurs. Et après, par-dessus la blockchain, en quelque sorte, il y a des jetons, des tokens qui sont personnalisés par leurs émetteurs et qui généralement représentent un droit sur l'émetteur. Typiquement, ça va être le token Brave enfin le Basic Attention Token pour Brave, ça peut être le token de Aave si on est dans la DeFi, ça peut être le token de tous les projets crypto que ce soit par ICO ou non. Et là-dessus, juridiquement, c'est important parce que dans un cas, ça va être un objet juridique où il n'y a pas de responsable derrière. Un Bitcoin, il n'y a pas de société Bitcoin qu'on puisse assigner en justice s'il y a un problème. Alors que de l'autre côté, il y a quand même une responsabilité qui, même si elle peut être encadrée, existe quand même.
Brave a une responsabilité vis-à-vis vis-à-vis du token Basic Attention Token qui est détenu par les utilisateurs. Voilà. Après, c'est une distinction très théorique parce qu'en réalité, il y a plein de tokens personnalisés par leurs auteurs qui deviennent des tokens de protocole, etc., etc. Enfin, je rentre pas dans le détail. Mais... Ouais, et sur le plan juridique, en gros, avec la loi Pacte, on a eu une consécration. Parce que pour un juriste, il faut tout nommer et tout définir. Et donc, avant ça, on était un peu perdu, comme le disait William. Depuis la loi Pacte, on a la grande catégorie des actifs numériques qui regroupe quasiment tout ce qu'on appelle les cryptos et deux sous-catégories, les monnaies virtuelles et les jetons. Les jetons, c'est ce qu'on émet dans le cadre d'une ICO ou les jetons personnalisés et les monnaies virtuelles, c'est Bitcoin, les jetons de protocole. Dans tous ces tokens, les stablecoins sont la grande interrogation du moment pour les institutions. On le rappelle, ce sont des crypto-monnaies qui suivent le prix du dollar ou de l'euro et qui sont donc stables et au cœur du système DeFi. Quelles sont leurs places et leurs qualifications ? Ouais, il y a un vrai enjeu sur le stablecoin de qualification juridique, puisque les caractéristiques du stablecoin, évidemment, c'est d'avoir une crypto qui est stable. Cette caractéristique fait qu'il est susceptible de rentrer dans une catégorie juridique qui est déjà existante, qui est celle de monnaie électronique. L'enjeu, du coup, aujourd'hui, pour les stablecoins, c'est savoir si c'est soit des monnaies électroniques, soit des actifs numériques au sens de la loi. Et cet enjeu est super important, puisque si les stablecoins sont qualifiés de monnaie électronique, on a un régime très très contraignant qui s'applique aux émetteurs de cette monnaie électronique et à toutes les plateformes qui permettraient leur échange. On devient une monnaie électronique au sens de la loi quand en fait on a une créance sur l'émetteur. Donc un stablecoin qui serait une monnaie électronique, c'est un stablecoin où son émetteur s'engagerait en fait à le rembourser en euros ou en dollars par exemple. Tous les stablecoins où il n'y a pas d'engagement de l'émetteur à rembourser le stablecoin sont beaucoup moins susceptibles d'entrer dans le champ de la régulation de la monnaie électronique. Et donc là, la question qui se pose, c'est de savoir si c'est des actifs numériques. Et cette question, elle est super importante, pas tant sur le plan réglementaire, mais surtout sur le plan fiscal, puisque si on est un actif numérique, au sens de la loi, quand on échange un stablecoin contre une autre crypto, il n'y a pas de fait générateur d'imposition. Alors que si on considère que le stablecoin ne peut pas être qualifié d'actif numérique, un échange crypto-stablecoin génère un fait générateur d'imposition et donc potentiellement une plus-value et un impôt à payer à la fin de l'année. Et ça, le doute, il est surtout sur la notion de crypto backé par du fiat. Les juristes se demandent si le fait d'être backé par du fiat n'est pas exclusif de la qualification d'actif numérique. Et donc, c'est pour ça que ce doute, il existe que pour les stablecoins backés en fiat et pas pour le DAI, par exemple. Le DAI, on est certain que c'est ni une monnaie électronique et par contre que ça rentre dans la qualification d'actif numérique. Donc voilà, il y a des gros enjeux de qualification qui sont aussi des enjeux politiques. Oui, et là-dessus, c'est important de le préciser, c'est qu'en gros, depuis l'annonce du projet Libra, il y a un peu plus d'un an, tous les régulateurs, tous les organes de régulation, notamment internationaux, je pense au FSB, qui est le Financial Stability Board, je pense au G20, je pense au GAFI, qui est l'organe de régulation en matière de lutte contre le blanchiment, etc., enfin, il y en a plein, réfléchissent à ces questions, parce que Libra, pour autant la crypto, le Bitcoin, MakerDAO, etc., ça les intéressait pas, autant quand Facebook fait quelque chose, c'est sûr que ça attire plus le regard de ces organes-là. Et là-dessus, voilà, c'est pas du tout sûr que l'interprétation que nous on a aujourd'hui, qui se base en fonction du droit applicable aujourd'hui, elle soit pas amenée à évoluer à l'avenir. Et c'est possible que ces organes-là disent bon bah en fait maintenant, typiquement la notion de créance, on la supprime et tous les stablecoins sont de la monnaie électronique ou pas, etc. Après ça prendra quelques années, hein, donc on a le temps de voir venir, mais voilà. En gros, il y a un gros débat politique derrière, quoi. Dans la continuité de cet aspect politique, Pascal Talarida nous disait que la DeFi avait parmi ses nombreux avantages sur la finance centralisée, celle de l'innovation, trop souvent bridée sur cette dernière à cause de la régulation. Cette régulation pourrait-elle aussi brider un jour la DeFi ou au contraire, favoriser son expansion ? Une question qui est pas si complexe et qui est même essentielle, parce que voilà, quand on vous parle des régimes existants, c'est intéressant, mais le vrai débat, il est là. Il est sur, en fait, politiquement, qu'est-ce qu'on décide. Et quand je dis on, c'est pas juste les acteurs de la DeFi ou les acteurs de la crypto. C'est comment est-ce que nous, nous, c'est-à-dire la DeFi, le monde de la crypto, les acteurs comme nous qui sommes des conseils de ce secteur-là, et le reste de la société, on se met d'accord pour réguler ou pas ce secteur. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que la régulation, c'est quelque chose qui
a un impact. Je dirais pas que ça tue l'innovation, mais ça peut être un énorme frein et ça peut la tuer en fait. Si vous appliquez la réglementation financière actuelle à la DeFi, c'est sûr que tout le monde va fermer boutique et partir, quoi. Et ça, les régulateurs en sont quand même heureusement un petit peu conscients. Donc oui, il y a un risque qui est très important. Je prends l'exemple le plus évident, c'est les mesures de lutte contre le blanchiment. Aujourd'hui, par exemple, les mesures de lutte contre le blanchiment, elles s'appliquent en gros exclusivement aux acteurs qui font du fiat to crypto. Il y a des projets en cours qui ont été votés à l'échelon international et qui maintenant doivent être transposés en droit européen puis en droit français, qui visent à assujettir par exemple l'échange crypto to crypto. Donc c'est-à-dire toutes les personnes qui proposent des smart contracts type DEX, type lending, etc., qui permettent de passer d'un cryptoactif à un autre cryptoactif, pourraient être tenus de faire de la lutte contre le blanchiment. Et la lutte contre le blanchiment, c'est pas juste demander un passeport de temps en temps, c'est vraiment mettre en place des processus, recruter des gens. C'est quelque chose qui crée énormément de friction en fait, et qui entraîne à une concentration du marché. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Et la question, c'est que je pense qu'on va quand même aller vers une forme de réglementation à terme. La question, c'est vraiment à quelle fréquence et à quelle vitesse, quoi. Et c'est le gros débat aujourd'hui dans les instances de régulation, où participent les associations crypto, les avocats crypto ou les entrepreneurs crypto face à des gens qui sont plus, on va dire, conservateurs et qui voudraient réguler très vite. C'est de faire en sorte que ça se passe en douceur. Après, je pense, la conclusion, c'est est-ce que la société, entre guillemets, sera prête à accepter des acteurs qui permettent de générer des rendements, etc., sans qu'il y ait de régulation du tout. Ça, j'en suis pas sûr. Le combat, pour moi, il est plus sur comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on adapte la réglementation à des phénomènes comme la DeFi qui sont très particuliers avec de la blockchain, des cryptos, des smart contracts, etc., plutôt que de la récuser à tout prix voilà. Ça, je pense que ce serait pas raisonnable, quoi. C'est vrai que les risques aussi, ce serait une position de l'AMF, par exemple, qui considérerait que tel ou tel produit DeFi est en fait assimilable à un contrat financier et donc relève de la réglementation financière, qui est le point d'entrée sur toute cette régulation. Donc ça c'est un premier risque. Le deuxième risque, comme l'a dit William, c'est un assujettissement du crypto à la lutte contre le blanchiment, ou peut-être un changement de la loi fiscale qui conduira à dire que le crypto génère de l'imposition, puisqu'en France, on est quand même bien loti en termes de fiscalité pour la DeFi, puisque la plupart des mécanismes reposent sur l'échange crypto et le crypto en France est expressément exclu du fait générateur d'imposition. Ce qui n'est pas le cas en Angleterre, aux États-Unis, où quand j'échange une crypto contre une autre, je dégage potentiellement une plus-value qui implique d'être taxé. Ouais, sur ce point, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis ont actuellement les débats que la France a eu en 2000, c'était quand? C'était en 2019 ou en 2018. Ouais. En 2018, donc le 1er janvier 2019, il y a un nouveau régime fiscal qui arrive en France, qui est donc, comme vient de le dire Alexandre, favorable à la crypto. Et aujourd'hui, les États-Unis et l'IRS, qui est l'administration fiscale américaine, ont exactement ce type de débat, quoi. Donc tout ça pour dire que la France n'est pas du tout un enfer réglementaire pour les projets DeFi, au contraire. Après voilà, il y a, comme je vous l'ai dit, moi j'ai peut-être eu un discours un peu alarmiste, mais c'était juste que voilà, la question c'est comment ça va se passer dans les années à venir, quoi. Moins d'un an après l'apparition de la DeFi, est-ce que les clients de votre cabinet commencent à s'interroger sur la gestion des fonds d'un point de vue fiscal ? Par exemple, certains s'interrogent-ils sur la façon de déclarer des intérêts perçus avec les protocoles ? Sur le plan fiscal, on a pas mal de demandes en ce sens. Là, c'est assez récent, hein, mais voilà, de savoir ce qui se passe quand on collatéralise de la crypto pour emprunter, que ça soit emprunter de la crypto ou emprunter du fiat. Est-ce qu'il y a un fait générateur? Comment je calcule la plus-value? Ça, c'est des questions qui sont déjà présentes. Ou alors comment je déclare les intérêts que j'ai perçus sur Compound, ou alors que j'ai gagné sur Pool Together. Voilà, ça, c'est des questions qui commencent à arriver. Malheureusement, il n'y a pas de réponse certaine. On peut raisonner que par analogie avec ce qui se fait déjà, soit en matière financière, soit en matière d'actifs numériques, puisque maintenant il y a un régime fiscal dédié aux plus-values sur actifs numériques. Et donc voilà. Mais l'administration fiscale s'est pas positionnée sur le sujet, et on n'a pas de jurisprudence non plus. Enfin, personne n'a vraiment tranché ces sujets qui sont juridiquement et fiscalement assez techniques, quoi, et qui donnent lieu à plusieurs hypothèses. Même chose, mais d'un point de vue un peu plus sombre.
Est-ce que la DeFi est d'ores et déjà utilisée pour des montages financiers qu'on pourrait qualifier de farfelus? C'est dur à savoir. On sait il y a eu récemment, par exemple, un hack d'un service DeFi, je ne sais plus lequel exactement, mais enfin, un vol quoi, de crypto avec des flash loans qui après avait transité vers des échanges décentralisés, etc. Qui a montré deux choses. D'une part, oui, il y a du hacking, il y a des vols, donc il y a du blanchiment en fait sur la DeFi, en tout cas dans le secteur crypto, voilà, crypto to crypto quoi. Après, ça a montré aussi une deuxième chose, c'est que tout l'écosystème suivait en temps réel, minute par minute, les flux. Et au final, le hacker d'ailleurs je crois, rendu une partie de la somme au service qu'il avait hacké. Ce qui montre qu'en fait, le crypto to crypto on-chain, c'est très très inefficace pour faire du blanchiment, puisque en fait, c'est totalement transparent. Donc la réponse voilà, est oui, mais ça sert à rien quoi. Un petit mot sur les tokens non fongibles, appelés aussi NFT, qui, rappelons-le, sont des tokens uniques et identifiables qui permettent de tokeniser des biens dans la blockchain. Prenons le projet Realty qui tokenise des biens immobiliers. Comment sont-ils encadrés par la loi? Alors ouais, là c'est intéressant que tu cites Reality parce que pour moi c'est un contre-exemple, c'est-à-dire que les tokens non fongibles dans le cas par exemple des CryptoKitties ou ce genre de choses, là il y a le fait qu'ils soient pas considérés comme des actifs numériques, ça a deux conséquences, pas de réglementation financière, donc en gros ça peut être traité comme des jeux normaux et ça c'est plutôt positif pour les projets et les joueurs. Et la deuxième chose c'est que fiscalement aussi on va sortir du régime des actifs numériques, ce qui en fonction des régimes fiscaux peut être très intéressant. En France par exemple c'est très intéressant. En revanche, Reality pour moi il tokenise un actif immobilier. Donc là, en fait, le droit et les régulateurs et un juge, s'il y a un problème, ne regardera pas en fait la forme du token. Elle va regarder la chose, la substance quoi. Et la substance là, c'est que c'est de l'immobilier. Et pour moi, Reality, le fait qu'ils vendent au public de l'immobilier, il y a un risque assez important que ce soit considéré comme en fait de la vente d'instruments financiers au public, ce qui peut être assez problématique. Après, c'est un projet que j'ai pas étudié de près, mais il faut bien comprendre que le fait de vendre des tokens, si vos tokens représentent quelque chose qui est régulé, vos tokens vont être régulés en fait. C'est si vos tokens ne rentrent pas dans la réglementation que là, ça devient intéressant. Et justement, William, sur l'aspect régulation, est-il possible aujourd'hui de donner une date ou fixer un cap du moment où la DeFi sera régulée? Il risque de se passer la même chose qu'avec les ICO par exemple. Je ne mets pas les deux sur le même plan, hein, mais c'est que en fait, le régulateur commencera à vraiment s'y intéresser le jour où il y aura... pour prendre une expression commune, votre chauffeur de taxi qui vous parlera de DeFi, ou quand vous vous assiérez à la terrasse d'un café et que ça parlera de DeFi, là on peut être sûr que les régulateurs vont arriver quoi. Parce qu'en fait ils sont là pour protéger entre guillemets ces gens-là, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas des experts, ils ne sont pas là pour protéger un secteur contre lui-même quoi. Donc en gros c'est affaire à suivre. Si la DeFi continue à exploser, on risque d'entendre parler de régulation très rapidement quoi. Dernière subtilité que j'aimerais apporter. Si vous avez de l'épargne sur les contrats intelligents de la DeFi, quels sont les encadrements qui protègent vos actifs? Autrement dit, vers qui vous tournez si le smart contract qui gère vos actifs est piraté, puisqu'a priori, aucune entreprise est derrière un contrat intelligent sur la blockchain. En principe, tout le monde est responsable du dommage qu'il provoque. En pratique, la manière dont le service est offert a une importance prépondérante. C'est le service qui donne accès au protocole qui sera poursuivi. Hormis le cas de faute intentionnelle, la responsabilité pourra être fondée sur le profit et ou le risque que le service fait peser sur ses utilisateurs. A contrario, la mise à disposition gratuite et ouverte du code informatique ne permet pas, dans l'immense majorité des cas, d'engager la responsabilité de son auteur. Pour tenter de pallier ce problème, certaines entreprises font auditer leur protocole. La réglementation peut en disposer autrement. Dans le cadre de la procédure d'agrémentation de prestataires de services sur actifs numériques, les services éligibles peuvent se voir imposer une certification ANSI. Enfin, comme on a pu le voir avec Pascal Talarida, des assurances commencent à apparaître. Si certaines grosses plateformes de trading qui utilisent de près ou de loin la DeFi peuvent rembourser en intégralité ou en partie les hacks grâce à leurs fonds propres ou des assurances facultatives, on est loin d'une couverture complète et facile dans la mesure où les assurances européennes ne couvrent même pas la simple conservation de Bitcoin. Comme pour les banques, plusieurs obstacles subsistent, une taille de marché encore modeste face à des contraintes et des réglementations importantes. Alors, que risque le hacker qui trouve et utilise une faille à son avantage? Certains ont tendance à brandir la théorie « code is law » comme justification. Sur le plan pénal, du hack reste du vol. Sur le plan civil, l'utilisateur et la plateforme sont en droit d'obtenir une réparation intégrale de leur préjudice.
En relisant Lawrence Lessig, auteur de Code et autres lois du cyberespace, on comprend que Code is Law ne désigne pas le remplacement du droit par le code, mais une réflexion philosophique sur la conciliation entre leurs pouvoirs respectifs. Il ne s'agit pas du tout d'une théorie libertarienne, comme on l'entend parfois. Merci Alexandre et William d'avoir partagé ce podcast avec moi. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet univers, vous faire aider dans le montage d'un projet blockchain ou dans la déclaration de vos impôts et de vos plus-values crypto, sachez que leur cabinet Orwell est spécialisé sur ces thématiques. Merci d'avoir écouté cette série DeFi jusqu'au bout. J'espère que ces 3 podcasts vous ont plu et que vous y voyez désormais plus clair sur cet univers qui vient à peine de naître, mais qui promet d'ores et déjà une grosse révolution dans les années à venir. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de Cryptost car vous le savez, ces podcasts sont interactifs, alors n'hésitez pas à donner votre avis sur les thèmes des prochains podcasts dans nos sondages. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'univers de la DeFi, les fiches et les articles sur cryptost.fr devraient vous satisfaire. Vous y trouverez également toute l'actualité des crypto-monnaies.